psychologue du CESAT Trisomie 21 à Lille. Je remercie chaleureusement pour leur investissement et leur présence. Je vois leur, visage, s'afficher. Mais avant de leur laisser la parole, comme à l'accoutumée, je vais vous faire quelques petites informations pour, en tout cas pour les nouveaux inscrits et un petit rappel donc pour les anciens. Vous dire que ce temps d'information donc est enregistré et que, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, il vous suffit tout simplement de couper la caméra. Vous informer donc que le support présenté aujourd'hui vous sera transmis à l'issue de la présentation. Donc avec le lien pour accéder à l'enregistrement sur la chaîne YouTube du département, lien qui vous permet donc d'accéder à l'ensemble des vidéos enregistrées, depuis la mise en place des 1 heure pour l'autonomie, en février dernier. Vous informer enfin, que vous pouvez, poser des questions dans le chat. Donc on répondra à ces questions donc, avec les partenaires de Trisomie 21 dans un second temps. On vous enverra ensuite la foire aux questions qui sera donc transmise, avec le support de présentation. En général, 2 semaines après la présentation. Je vous propose donc, de laisser la parole donc, à Émilie Delal et Cécile Chailloux, qui vont nous expliquer, très simplement ce que c'est la trisomie 21, comment accueillir et accompagner une personne avec trisomie 21, mais aussi comment favoriser l'autodétermination et l'autoreprésentation et je m'en arrêterai là, hein. Je vais vraiment laisser la parole donc, mesdames, c'est à vous. Merci. Alors, est-ce que vous nous entendez? On vous entend bien. Très bien. Et alors, nous allons maintenant partager le document. Alors, écran. Hop. Voilà. Tac. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, ça apparaît dans une toute petite fenêtre. Ah, Alors c'est je ne sais pas pour pourtant. les autres, mais en tout cas, voilà, c'est très bien. Donc du coup, peut-être mettre maintenant en diaporama? C'est en diaporama. Ah, OK. Écoutez, ça a l'air d'aller. Vous êtes sûrs? Oui, oui. Oui, oui. OK. Alors, attendez. Voilà, ça y est, Hop, maintenant c'est très bien. c'est bon? Ah oui. Oui. Alors, effectivement, on a un problème de réseau dans le service. On est un petit peu ralenti, je pense, au niveau de la diffusion, mais ça devrait aller. Alors si c'est Donc, compliqué, je reprendrai la main, il y a pas de souci. d'accord. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons vous parler, comme l'a dit Madame Martin, de la trisomie 21. Alors, la trisomie 21, un syndrome des représentations et des personnes. Donc, on va commencer par partir de certaines idées reçues, des stéréotypes qu'on a beaucoup sur la trisomie 21. On entend souvent dire, par exemple, que les personnes avec trisomie 21 sont toutes pareilles. Elles sont toutes affectueuses, elles aiment toute la musique, elles sont toutes en surpoids, elles sont toutes têtues. Donc, on vous a mis quelques illustrations qui montrent que non, toutes les personnes trisomiques 21 ne se ressemblent pas. Elles ont chacune leur trait physique particulier, elles ont chacune leur personnalité, elles ont chacune leur façon de s'exprimer et de penser. Tous en surpoids, non. Alors, c'est quelque chose qui a existé pendant longtemps, parce qu'il existe chez les personnes trisomiques, en fait, des difficultés de mastication. Toute la sphère orofaciale est un petit peu touchée. Donc, comme les personnes ne mastiquent pas, elles n'ont pas le sentiment de satiété, donc elles ont tendance à manger plus que de raison. C'est pour ça que pendant très longtemps, avant de connaître ce point-là, on avait beaucoup d'enfants porteurs de trisomie qui étaient en surpoids et qui faisaient des adultes en surpoids. On entend souvent dire que les personnes trisomiques sont toujours heureuses et toujours contentes. Donc là, on a une petite Louise, qui est une petite fille assez médiatisée. Sa maman, Caroline Boudet, a écrit un livre sur la naissance de sa fille. On la voit en train de râler. Donc non, toutes les personnes trisomiques ne sont pas toujours heureuses et toujours contentes. L'expression des émotions est parfois compliquée chez les personnes avec une trisomie, avec une déficience intellectuelle en général. C'est important justement de les amener à prendre conscience, à reconnaître leurs émotions et à trouver un moyen de les exprimer. Mais voilà, il ne faut surtout pas partir du principe que les personnes trisomiques ou déficientes ne ressentent rien ou ressentent toujours les mêmes choses. On entend dire aussi que les personnes trisomiques devront toujours vivre avec leurs parents et ensuite avec leurs frères et sœurs.
Donc, pendant longtemps, il y a eu des parcours de vie un petit peu tracés pour les personnes avec une trisomie 21, avec un parcours en établissement spécialisé, et ensuite peu, voire pas du tout d'autonomie à l'âge adulte. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de parcours sont possibles. On a là sur le cliché numéro 13 Éléonore Laloux, qui est une jeune femme qui travaille, qui est indépendante, qui a son appartement, qui est même élue à la mairie d'Arras. Et on a sur le cliché numéro 10 un couple de jeunes mariés qui sont tous les deux porteurs de trisomie 21. C'est important de rappeler que toutes les personnes, trisomiques ou non, ont les mêmes droits que tout citoyen français et qu'il y a beaucoup de parcours de vie possibles à l'âge adulte. Les personnes avec trisomie ne sont pas conscientes de leur handicap. Alors ça, c'est une question qui revient souvent de la part des parents, des frères et sœurs, des professionnels qui accompagnent. La conscience du handicap se construit et apparaît très tôt, en tout cas la conscience de la différence. Des études dans des crèches ou dans des écoles maternelles montrent que très vite se met en place une forme de solidarité, d'entraide autour de l'enfant qui a un besoin particulier, qui est porteur d'un handicap ou d'une maladie. Les enfants repèrent les enfants qui sont plus en difficulté, viennent les aider pour mettre le manteau, pour réaliser des activités. Et il y a là parfois des bénéfices secondaires pour l'enfant, en l'occurrence avec une trisomie 21, c'est qu'il voit très vite qu'il peut faire à sa place justement toutes les activités qui lui sont contraignantes. Donc on voit que l'enfant vit sa différence et les autres enfants autour de lui voient que l'enfant est différent, sans forcément se dire j'ai un handicap, j'ai une trisomie 21, ça se construit plus tard, mais en tout cas, la différence est vécue par les enfants de manière assez naturelle et spontanée. On entend parfois dire aussi qu'il faut tout permettre aux personnes qui ont une trisomie 21, qu'il ne faut pas les faire souffrir parce qu'elles ont moins de chance que les autres. Alors ça, on l'entend souvent, même dans les écoles. Ah bah oui, mais la pauvre, déjà qu'elle a la trisomie, on va quand même lui donner à manger, on va quand même l'aider à faire ci ou ça. Donc non, là, on a une petite illustration qui montre que les personnes trisomiques sont pas forcément plus fragiles, hein. C'est un jeune homme qui est en train de jouer au rugby. C'est important et même indispensable de donner aux personnes qui ont une trisomie 21, enfants ou adultes, les mêmes règles de vie, les mêmes règles de collectivité que toutes les autres personnes, parce qu'ils sont en mesure d'apprendre voilà, toutes les règles sociales, toutes les convenances sociales. Il y a des adaptations forcément à mettre en œuvre, que ce soit à l'école, au travail, voilà, quel que soit l'âge de la personne, mais en tout cas, le cadre et les règles doivent être absolument les mêmes que pour tout le monde. La trisomie 21, qu'est-ce que c'est ? Donc, on vous met là une petite infographie d'un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle optoys.fr, qui propose du matériel adapté pour les enfants à besoins particuliers et qui propose des infographies qui sont assez claires et assez parlantes qu'on vous invite à regarder si vous réouvrez un jour ces documents. Donc, la trisomie 21, elle résulte d'un accident mécanique subi par les chromosomes lors de la division cellulaire. Donc, ça reste dans la grande majorité, l'immense majorité des cas même, quelque chose d'accidentel. Il y a parfois des facteurs héréditaires, mais vraiment dans une moindre mesure. Dans la plupart des cas, on est face à une trisomie 21 qu'on appelle libre et homogène. Cette trisomie 21, donc, elle est imprévisible et elle est toute forme confondue l'anomalie génétique la plus courante dans le monde. On est en moyenne, alors les chiffres diffèrent selon les sources, actuellement à une naissance sur 2000 d'enfants avec une trisomie 21. Donc il faut savoir qu'il existe depuis maintenant de nombreuses années un dépistage prénatal avec aux alentours du 3e mois de grossesse, entre 11 et 13 semaines, un examen sanguin des marqueurs sériques, couplé aux mesures échographiques qui indiquent seulement une zone de risque de trisomie 21. Si ces données-là ne situent pas le fœtus dans une zone de risque, il n'y a pas d'examen complémentaire. Il faut savoir que dans le service, donc moi en tant que psychologue, je travaille depuis 16 ans dans le service, je dirais que 80 à 90% des familles que j'ai rencontrées ont appris à la naissance que leur bébé était porteur d'une trisomie 21, que le dépistage prénatal ait eu lieu ou non. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous invite à aller sur le lien qui est présenté ici, sur le site de Trisomie 21 France, qui explique bien, de manière plus détaillée, ce qu'est au niveau chromosomique la trisomie 21. Alors, Donc, il y a Madame certains Soyou, traits. je me permets juste de vous interrompre, mais juste une minute. En fait, on a un gros décalage entre votre explication et le PowerPoint. On est toujours sur la petite vignette du rugby. Voilà, on vient. D'accord.
Ça vient juste d'apparaître donc la nouvelle, la nouvelle slide. Je vous propose peut-être D'accord. de prendre la main pour voir si ça peut être plus Oui. fluide. Alors, attendez. Hop. Allez-y. Alors, je coupe la caméra, ça nous fera gagner un tout petit peu de débit. Alors du coup, moi, j'arrive pas à prendre la main de mon côté. Emeline, tu y arrives? Ah oui. Bon, bah, écoutez, je vais Karine, donc je vais t'embêter. non, mais c'est bon, je vais Viens je vais arrêter le faire le partage. OK, Facile. je m'en occupe. Hop. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Alors, oui, effectivement, on voit, je vous propose de défiler un petit peu plus loin. J'y arrive, hein. Ouais. Je vais mettre en diaporama. Donc, vous pouvez défiler encore. Donc ici, c'est l'infographie que vous pourrez consulter dans le document. Et la vignette suivante, voilà, on était exactement ici. Donc, effectivement, les personnes trisomiques ont certains traits morphologiques communs. La trisomie 21 se voit, elle se repère assez facilement dans l'immense majorité des cas. Et donc, les personnes avec trisomie 21 ont aussi un développement psychomoteur plus lent et des capacités cognitives plus faibles que la moyenne. On peut passer à la suite. Donc, comment se manifeste la trisomie 21 ? Il existe tout un tas de troubles associés dans la trisomie 21. Alors, dès la naissance d'un nouveau-né avec une trisomie 21, tout de suite, il y a toute une batterie d'examens qui est proposée, qui permettent, et tout au long de la première enfance et du développement de l'enfant a une surveillance médicale un petit peu plus poussée, qui permet de connaître tous les troubles associés, d'avoir une meilleure santé. Et justement, c'est cette bonne connaissance des troubles associés qui permettent aujourd'hui d'augmenter l'espérance de vie des personnes avec une trisomie 21, puisqu'on approche actuellement des 60 ans d'espérance de vie chez les personnes avec trisomie 21. Donc, les principales pathologies associées sont des malformations cardiaques qui nécessitent ou non une opération dans les premiers mois ou les premières semaines de vie du bébé. Une sensibilité accrue aux infections ORL. Les enfants avec une trisomie 21 sont des enfants qui sont toujours très enrhumés, très encombrés, avec des otites séreuses, qui parfois, même ces otites séreuses, provoquent des baisses d'audition plus ou moins importantes, des risques de bronchite ou de bronchiolite, enfin voilà, des risques d'infection pulmonaire plus importants que chez l'enfant tout venant. Une hypotonie, c'est-à-dire une diminution du tonus musculaire. Ça, dès la naissance, on voit que souvent le bébé avec une trisomie 21, et ensuite ça se retrouve chez l'enfant, l'adolescent et même l'adulte, sont des personnes qui sont décrites comme un peu molles, très hypotoniques, très affaissées dans leur posture. On repère une hyperlaxité ligamentaire, c'est-à-dire que les articulations sont très lâches, voire beaucoup trop lâches. Ça donne l'impression d'une souplesse très importante, mais il y a quand même des points de vigilance à avoir par rapport à ça, au niveau du rachis cervical, au niveau du bassin, par exemple. Il y a un risque plus important de maladies auto-immunes, donc l'hypo ou l'hyperthyroïdie, les maladies cœliaques, l'intolérance au gluten, le diabète. Là aussi, dans le cadre d'un suivi médical régulier, avec des prises de sang régulières, tout ça c'est repéré et c'est très bien traité par médicaments. Les pathologies neurologiques, alors notamment les TSA. Il y a une plus grande prévalence de TSA chez l'enfant porteur de trisomie que chez l'enfant tout venant. Donc, il peut y avoir des troubles autistiques associés dans le cadre de la trisomie 21. Et il y a un risque important d'apnée du sommeil, là aussi, avec un suivi médical et notamment ORL et une polysomnographie qui peut être réalisée assez régulièrement. On peut traiter les apnées du sommeil, donc soit en première intention par une ablation des amygdales ou des végétations, ou par un appareillage respiratoire la nuit. Et on observe très souvent une dysphagie, une difficulté à téter, à mastiquer, à boire. Effectivement, le bébé porteur de trisomie, généralement, a plus de difficultés à téter, parfois à prendre le sein ou même le biberon. Et on repère parfois des troubles de l'oralité qui peuvent perdurer dans l'enfance.
Donc, les conséquences de la trisomie 21 sur le développement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a un retard de développement global qui est plus ou moins homogène. Ce qui est vraiment important, le point sur lequel on souhaite insister, c'est qu'il faut prendre en compte le niveau de développement de la personne. Il faut oublier son âge réel. Alors ça, c'est vrai surtout chez les enfants, quand ils sont scolarisés. On a tendance à attendre l'enfant à un niveau proche de son âge. Il faut essayer d'oublier l'âge de l'enfant et reconnaître l'enfant là où il en est, dans ses compétences, dans ses savoir-faire. Et à partir de là, on va pouvoir repérer quels sont les leviers d'apprentissage. Donc, les conséquences sur les développements cognitifs et les fonctions exécutives de manière générale. Donc, on a une déficience intellectuelle, la plupart du temps légère à moyenne. Les compétences varient d'un enfant à l'autre. C'est lié au capital génétique, mais aussi aux facteurs environnementaux. Aujourd'hui, on ne sait pas déterminer ce qui est l'ordre de l'inné et de l'acquis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus l'enfant avec trisomie 21 va baigner dans un environnement ordinaire, va pouvoir aller en crèche, chez une assistante maternelle, pratiquer des activités, aller à l'école, aller au centre aéré, enfin voilà, faire toutes les activités que font un enfant de son âge, ça va permettre à l'enfant de développer de meilleures compétences, des compétences sociales, des compétences procédurales, donc des savoir-faire, mais aussi ça va jouer sur le développement cognitif. Donc, il y a des conséquences importantes sur le langage. Effectivement, les personnes porteuses de trisomie 21, souvent, ont de grosses difficultés d'articulation, un retard de langage important. Donc, il n'y a pas de niveau typique de développement du langage chez la personne avec trisomie 21. C'est très, très variable. En tout cas, il y a un retard de développement au niveau du langage. Chez l'enfant et même chez l'adulte, il faut être sensible aux moindres signes de communication et y répondre. C'est là tout l'intérêt du Macathon. Alors, le Macathon, c'est un programme de communication augmentée. En fait, on a des gestes associés au langage oral. Il peut y avoir des pictos aussi. Là, vous avez un exemple de picto pour le bonjour. Il faut faire un petit signe par temps du front pour dire bonjour en Macathon. C'est toujours accompagné du langage oral. L'idée, c'est vraiment de soutenir l'émergence du langage, de permettre à l'enfant d'être compris et d'exprimer ses besoins. Donc ça, c'est souvent pratiqué par les orthophonistes, libérales ou en structure. D'autres professionnels peuvent être formés. L'idée, quand un enfant pratique le Macathon, c'est que tout l'environnement, la famille, l'école notamment, soit formés ou en tout cas sensibilisés pour pouvoir généraliser ce mode de langage. Donc, on vous a mis un petit lien si vous souhaitez prendre quelques renseignements sur ce qu'est le Macathon. On a des conséquences sur l'attention avec une grande labilité de l'attention. L'enfant porteur de trisomie et l'adulte porteur de trisomie a un temps d'attention qui est très court. On est vite face à une surcharge mentale. Il faut vraiment veiller à ne pas donner trop d'informations, à ne pas faire des temps d'apprentissage ou d'activité qui soient trop longs et à permettre à la personne de prendre quelques pauses. En milieu scolaire, il y a des adaptations pédagogiques qui sont évidemment nécessaires. On a des conséquences sur le temps de latence. Alors, le temps de latence, c'est le temps qui va se passer entre le moment où on va donner une information à la personne, ou lui poser une question, et le moment où la personne va répondre. C'est-à-dire que le temps de traitement d'information peut être rallongé, il peut prendre quelques secondes, parfois quelques minutes. Quelques minutes, c'est très long. Dans une interaction verbale. On a eu des jeunes, je pense à une adolescente, entre le moment où on lui parlait et le moment où elle répondait, il se passait vraiment, il pouvait se passer 3, 4, 5, 6 minutes. Donc, il faut veiller à laisser le temps à la personne de répondre avant de passer à la question ou au point suivant. On a des conséquences sur le raisonnement. Donc là, on est vraiment sur des notions très cognitives. On a des difficultés d'abstraction, d'organisation, de planification, de catégorisation. Donc toutes les compétences de raisonnement, notamment de raisonnement logico-mathématique, sont très impactées. Ce sont des enfants qui, pour apprendre, ont besoin de manipulation, de support visuel, d'être aidés pour l'organisation et la planification de la pensée. On a mis un petit peu un point, attention au transfert de compétences. Là, ça va concerner plutôt les personnes d'âge scolaire. Ce qui est appris par un enfant porteur de trisomie dans un cadre donné, dans un contexte donné, n'est pas forcément transférable autrement. C'est-à-dire que ce que l'enfant va apprendre à faire à la maison avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, il ne saura pas forcément le faire à l'école ou en séance de psychomotricité ou d'orthophonie et inversement. Donc, l'évaluation des compétences est très compliquée chez la personne avec une trisomie 21. On insiste vraiment sur ce point parce qu'on a tendance à penser que l'enfant ou la personne trisomique ne sait pas faire grand-chose. C'est faux.
ce sont des personnes qui ont énormément de compétences, seulement les repérer et les transférer, c'est parfois difficile. On a des conséquences sur la mémoire, donc la mémoire auditive est très impactée. Par contre, la mémoire visuelle est un vrai support. Donc, il faut amener les personnes à vivre les situations d'apprentissage, faire des démonstrations, faire de la manipulation, répéter les tâches plusieurs fois. Généralement, il faut beaucoup de répétitions pour fixer une notion. Et favoriser les supports visuels, donc tout ce qui est photo, tout ce qui est image, tout ce qui est mise en situation réelle, ça va être une vraie aide pour l'apprentissage. On a des conséquences sur la flexibilité. Donc, il y a chez la personne trisomique 21, pas seulement chez l'enfant, un manque de flexibilité cognitive, de flexibilité mentale. C'est-à-dire que la personne trisomique qui décide, qui a une idée en tête, va forcément devoir aller au bout de cette idée, au bout de cette tâche. Ça donne dans les faits des comportements têtus. On dit toujours que les personnes trisomiques sont têtues. Donc oui, effectivement, ils sont têtus. Ils ont tendance à s'opposer dans la mesure où ils ne font pas forcément ce qu'on leur demande. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est vraiment au niveau cognitif, ce manque de flexibilité mentale qui les empêche de s'ajuster au fur et à mesure à ce qu'on attend d'eux. On a des conséquences sur l'inhibition. Il faut absolument recentrer l'attention de l'enfant pour éviter toute impulsivité et résister aux automatismes et aux distractions. C'est-à-dire que l'enfant va avoir du mal à se concentrer sur une tâche, il va être très facilement distractible et s'empêcher, par exemple, s'il a l'habitude avec un support, avec des cubes, de faire des tours, si on lui demande de faire autre chose avec les tours, ça va être très difficile pour lui. Il va aller vraiment vers ce qu'il a l'habitude de faire. On a des conséquences sur le développement moteur. Donc, il y a une grande lenteur de développement chez l'enfant porteur de trisomie. Au niveau du développement moteur, ça se retrouve aussi. C'est des enfants généralement qui marchent plus tard. Enfin voilà, tout le développement psychomoteur dans la première enfance est ralenti. Des enfants qui marchent plus tard, qui de fait vont être propres parfois un petit peu plus tard. On a beaucoup d'enfants porteurs de trisomie qui rentrent à l'école à 3 ans ou à 4 ans sans avoir encore acquis complètement la propreté. Ça, c'est pas un problème. On se permet de rappeler ici d'ailleurs que pour rentrer à l'école, il n'y a aucune obligation d'être propre, contrairement à ce qu'on pense et à ce qui est souvent amené par les écoles. En tout cas, ce qui est important quand un enfant entre à l'école sans être propre, c'est de bien déterminer qui s'occupe de le faire passer aux toilettes, qui s'occupe de le changer, de changer sa couche s'il porte des couches. Il vaut mieux déterminer tout ça en amont pour les parents plutôt que d'être pris au dépourvu et de mettre et l'enfant et les professionnels de l'école en difficulté. On a des conséquences sur la motricité fine, avec de fait des conséquences sur les activités de la vie quotidienne, les activités d'habillage, déshabillage, l'appréhension en général, donc parfois le fait de manger, d'utiliser les couverts, ça peut être un peu plus difficile. À l'école, tout ce qui est découpage, coloriage, collage, utilisation des outils scripteurs, c'est aussi plus compliqué. Donc ça, c'est travaillé notamment en psychomotricité, parfois en kiné aussi. Ça peut être travaillé aussi dans le cadre de suivi éducatif. On essaie vraiment d'accompagner le développement de l'enfant. Alors, en aucun cas, dans tous les accompagnements, qui soient au niveau orthophonique, psychomoteur, kiné, éducatif, on n'est pas dans de la rééducation. On accompagne et on soutient vraiment le développement de l'enfant. On ne peut pas rattraper le retard, comme c'est parfois espéré. On ne rattrape pas le retard, mais on accompagne le mieux possible le développement. Et donc, on a des conséquences sur la structuration du temps et de l'espace. C'est souvent difficile pour les jeunes avec une trisomie 21 de se repérer dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc là aussi, l'intérêt de support visuel est vraiment important. Donc, accueillir et accompagner une personne avec trisomie 21, là, on va essayer de vous donner quelques pistes un petit peu plus concrètes si vous êtes amené à recevoir une personne avec une trisomie 21 dans vos services. Donc, lors de la rencontre avec une personne trisomique. Donc, ce qui est vraiment primordial, c'est de s'adresser à la personne porteuse de trisomie 21. Si c'est un enfant, comme tout enfant, lui parler en premier lieu avant de parler à ses parents ou essayer de lui expliquer à chaque fois ce qu'on est en train de dire ou de faire. Si c'est un adulte qui est accompagné par un membre de sa famille, par un proche ou par un facilitateur,
n'oubliez pas de toujours vous adresser à la personne. C'est vrai que quand la personne, on l'a dit juste avant, a des difficultés de langage, des difficultés d'articulation, un temps de latence important, l'échange est beaucoup moins spontané et beaucoup moins facile. Mais vraiment, il faut montrer à la personne qu'on la considère comme une personne à part entière en s'adressant à elle ou en s'adressant à lui. Il faut veiller à avoir un discours qui soit accessible, avec un langage qui soit le plus simple possible et le plus précis possible. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'utiliser des phrases affirmatives, éviter les phrases négatives. Donc là, ça paraît très facile dit comme ça, mais en spontané, on a toujours tendance à faire des phrases qui sont compliquées, qui sont longues, avec des questions ou avec des négations. Il faut essayer vraiment d'avoir cette petite gymnastique de donner une information à la fois, une information avec une phrase affirmative. Essayez, on l'a dit tout à l'heure, de respecter le temps de latence, qui parfois peut être très long et très déstabilisant. Utilisez le maqueton s'il est pratiqué par l'enfant ou la personne face à vous. Alors là, encore faut-il être formé ou Alors, en fait, on ne vous entend plus. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez? Alors, on va se mettre, en pause 2 minutes, on va essayer de les récupérer. Alors, je vais juste essayer de récupérer madame Delal et madame Chailloux. Alors du coup, Emeline, tu peux me dire un petit peu ce qui se passe? Parce que comme je suis en projection PowerPoint, j'ai pas le visuel du tout. Pour l'instant, elles sont toujours connectées, mais on n'a ni son ni image. D'accord. c'est normal. Ah, Alors, ça y est, on vous entend. On vous a perdu pendant une bonne minute. Donc oui. alors on en était, donc sur la slide que vous voyez à l'écran, sur la fin, Oui. l'utilisation du maqueton et D'accord. on vous a perdu à ce Alors, moment-là. ouais, on coupe à nouveau la caméra pour gagner un tout petit peu de débit. Donc l'utilisation du maqueton, donc si l'enfant pratique le maqueton, ne pas hésiter à demander aux parents de signer pour soutenir votre discours. Et donc on rappelle, on l'a déjà dit, le soutien des supports visuels, photos, images, pictos, même si c'est parfois il faut improviser un petit peu en direct, n'hésitez pas à mettre quelques images sur l'écran d'ordinateur ou sur le téléphone pour venir soutenir et expliquer ce que vous êtes en train de dire. Alors, s'il s'agit d'une communication écrite ou de remise de documents, là, on vous encourage vraiment à utiliser le FALC, qui est le facile à lire et à comprendre. Le petit logo bleu sur le côté que vous voyez, c'est vraiment le logo du FALC qui vient nous montrer que le support écrit a été adapté en facile à lire et à comprendre. Donc, c'est tout un ensemble de règles à respecter pour la rédaction de documents. Donc, la CNSA, on vous a mis un lien, puis une petite illustration, propose déjà tout un tas de documents qui sont adaptés en FALC, qui sont très, très bien faits, qui sont très lisibles, même pour nous, professionnels. Enfin, moi, en tant que psychologue, je consulte beaucoup plus facilement les documents FALC de la CNSA que les documents classiques, où vraiment, ça reprend un petit peu ce qu'on s'est dit juste avant, des phrases plutôt affirmatives, il y a des typos particulières qui sont plus lisibles que d'autres, il faut aligner le texte à gauche, enfin, voilà, il y a tout un tas de règles que vous pouvez consulter sur le petit lien en direct, facile à lire et à comprendre. Et on vous invite, si vous ne les connaissez pas, à consulter et à vous procurer les documents adaptés par la CNSA. Et donc, on le redit, favoriser les supports visuels en général. L'accompagnement de l'enfant avec trisomie 21, donc dès le plus jeune âge, favoriser l'autodétermination. C'est vraiment le but des accompagnements, alors que ce soit par notre CESA, mais par tous les professionnels qui accompagnent des enfants avec déficience intellectuelle. Le but, c'est vraiment de permettre à l'enfant, à la personne, de s'autodéterminer. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc l'autodétermination qui est au cœur de nos pratiques professionnelles. Alors c'est un concept qui a été défini par Wemeyer en 96.
là c'est la définition un peu plus technique, la capacité à agir et à gouverner sa vie, à choisir et à prendre des décisions libres d'influence et d'interférences externes exagérées. L'autodétermination, pour faire plus simple, c'est être acteur de sa vie. Et c'est exprimer son droit à gouverner sa vie à mesure de ses compétences, de ses capacités. C'est reconnaître aussi qu'on a besoin d'aide. Donc, il y a tout l'aspect autonomie, savoir-faire, et il y a tout l'aspect aussi d'autonomie de l'être, savoir prendre des décisions, se connaître, savoir dire ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et avoir le pouvoir de décider pour soi-même, c'est vraiment un apprentissage qui commence dès le plus jeune âge, déjà chez le bébé, chez le jeune enfant, pouvoir donner à l'enfant avec une trisomie 21, une déficience, la possibilité de choisir un vêtement, de choisir un dessert. Enfin, voilà, ça commence par des choses qui sont comme ça très très simples. C'est vraiment le rendre acteur le plus possible et également dans nos rééducations, lui donner une vraie place d'acteur de son projet. Donc là, on a une petite fiche qui est encore une fois proposée par Optoys sur qu'est-ce que c'est que l'autodétermination avec les différentes composantes. Donc ça, on vous invitera à la consulter si vous le souhaitez. Alors, on vous propose ici une vidéo en espérant que vous pourrez la voir avec le réseau, qui est proposée par Trisomie 21 Loire, qui s'appelle Stop, je parle, et vous allez voir des adultes avec Trisomie 21 qui vont vous expliquer un petit peu pourquoi ils veulent prendre la parole par eux-mêmes. Alors, je vais juste vous demander 10 secondes parce que en installant le PowerPoint, j'ai oublié d'actionner le son, donc sinon vous n'aurez pas de son. Donc je vous demande juste une petite minute pour que je réactive le son. Alors, c'est parti. J'aime voir les portes ouvertes. Nous ne les refermerons plus jamais. Ils sont superbes. Mais je n'ai jamais su patiner, tu le sais. Allez, viens, tu vas y arriver. Oh, qu'est-ce qu'il a mis encore comme film là? Bah, tu reconnais pas la musique? Tu devrais être habitué pourtant. C'est pas vrai, Martin. Éteins-moi ça tout de suite. Tu vas quand même pas encore regarder ce film pour bébé là. Martin, quand est-ce que tu vas grandir? T'as pas honte? Et regarde d'autres films enfin. Film pour adultes au moins quoi. T'es qu'un sale bébé. Un bébé. Coucou papa, maman. Et aujourd'hui, c'est être 5 ans. Si je calcule bien, ça fait 17 ans que je suis major. Je sais que j'aime, je sais ce qui est bon pour moi. J'ai vécu et vu plein de choses. Je connais mes goûts. Et je ne décide jamais des vôtres parce que je vous respecte. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi avoir mes propres goûts. Je les assume. Vous pourrez m'aider, vous pourrez me respecter. Comment tu vas t'habiller pour la fête de ce soir? J'ai pensé mettre ma robe. Ah oui, je sais. Tiens, tu pourrais mettre ton jean bleu avec cette chemise. Ça te va vachement bien. Tu trouves pas? Si, mais j'aimerais bien... Tu sais qu'il y aura Jérémy ce soir. Oui, il m'a appelé pour me dire que... Je suis sûre que vous feriez un super couple, non? Tu sais, Jérémy et moi, on est super amis. On n'a pas envie de... Je sais très bien quel genre de gars te plairait
Et puis tu sais aussi, faudrait que tu fasses des efforts. Franchement, je te trouve pas très avenante en général. Tu fais pas très... Stop, arrête de parler à ma place et pensez parler à ma place. Je suis grande, j'ai une cervelle. J'ai mes envies et mes avis. Si tu veux m'aider, laisse-moi parler. Sarah a 27 ans. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est se débrouiller toute seule. Oui, Sarah est très indépendante. Elle vit dans son joli appartement dans le centre-ville et adore se balader dans les rues, faire les magasins, aller voir ses amis. Elle écoute beaucoup de musique en marchant. Ça la détend, dit-elle. Et puis souvent, elle va chez son disquaire pour acheter... Stop, ça suffit maintenant. J'aime être autonome. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'on parle à ma place. Si vous voulez m'aider, veuillez m'écouter. Ne vous moquez plus de moi. Ne me coupez plus la parole. Ne parle pas à ma place. Respectez-moi. Est-ce qu'on peut arrêter là la vidéo? Hop. Alors, on reprend donc de l'autodétermination à l'autoreprésentation. Donc, on a parlé de ce concept d'autodétermination qui mène à un autre concept qui est très important pour Trisomie 21 France, qui est l'autoreprésentation. L'autoreprésentation, c'est permettre aux personnes de prendre la parole, d'être reconnues comme des citoyens à part entière et surtout d'être reconnus comme experts de leur handicap, c'est-à-dire experts de leurs compétences et de leurs besoins. C'est permettre aux personnes déficientes intellectuelles et notamment porteuses de trisomie de se représenter eux-mêmes plutôt que d'avoir toujours des professionnels, des familles, des personnes qui parlent à leur place. Donc là, on vous propose une petite illustration avec Adrien Lecointe, qui est un adulte de Dunkerque et qui est formé à l'autoreprésentation, qui participe à des formations à l'IRTS, dans des écoles, qui parle très souvent de la trisomie 21 et de ses spécificités. Et tout en bas, vous aurez aussi un lien que vous pourrez consulter si l'occasion se présente, si le cœur vous en dit, un discours qu'Adrien a fait à l'ONU, à la conférence internationale de l'ONU en 2020. Bonjour, je m'appelle Adrien Lecointe, j'ai 26 ans. Je suis un auteur-représentant de la Fédération Trisomie 21 France. Un auteur-représentant, c'est quelqu'un qui prend parole pour soi et pour les autres. Ce qu'on a envie, nos droits. Ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. J'ai fait plusieurs présentations sur YouTube. À l'entreprise de formation intérieure. Aussi, j'ai tenu un stand à une plage, à Gravelines aussi, pour expliquer la boîte à outils du projet de ma boîte de côté.
comprendre et communiquer. Je suis bénévolat du projet de la santé, ça me regarde. J'ai fait ma formation d'ESMA en 2019 pour faire des cours en bio. J'ai fait une prestation avec mon copain Clément et SES aux étudiants RTS. Ici avec mon duo Alexandra aux étudiants aussi, infirmiers, pour parler de la trisomie 21. Et maintenant je suis dans le journal de mon travail de Contrapec, en secrétariat, en ordinaire. Mais donc, dans les maisons quartier du Petit Fort Philippe et de pompiers de Turine. Et un autre représentant, c'est pour changer le regard sur le handicap et dire ce que vous savez faire. Bonjour. Hop, j'avais oublié de remettre le son. Donc, la trisomie 21, on va parler du projet de vie et de la diversité des parcours scolaires. Donc, le projet de vie, si vous connaissez les dossiers MDPH, c'est quelque chose qui va vous parler. Donc, on fait un petit rappel sur la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées. C'est important de rappeler que la personne avec une trisomie 21, ou quel que soit son handicap, a exactement les mêmes droits que tout citoyen français. Là aussi, ça paraît anodin de l'écrire et de le rappeler, et pourtant on constate dans les faits qu'il y a le droit et il y a la mise en œuvre du droit. C'est-à-dire que tout ce qui est possible dans la loi ne l'est pas forcément dans les faits. On le voit quand il faut inscrire l'enfant dans une crèche, quand il faut aller inscrire l'enfant chez une ASMAT, quand il faut aller inscrire l'enfant à l'école, ou pire encore dans des activités ou des clubs de loisirs. Souvent, ça demande d'être accompagné par des professionnels pour pouvoir justement accéder au droit. Donc, chaque personne est libre de choisir son projet de vie. Donc, dans l'enfance, il est défini plutôt par les parents, il est porté par les parents, mais aussi à l'âge adulte. Donc, dans l'enfance, ce qui est important, c'est de respecter le choix du mode de garde. Donc, l'enfant peut être gardé à la maison, chez une ASMAT ou dans toutes les structures d'accueil du jeune enfant. Le choix du lieu de scolarisation, donc ça, c'est vraiment un point important à la Fédération Trisomie 21 France et du coup dans nos services, c'est vraiment d'accompagner le projet de vie en milieu ordinaire et notamment le choix de la scolarisation en milieu ordinaire. Donc tous les établissements scolaires du premier et du second degré sont accessibles pour les personnes, pour les enfants avec une trisomie 21, la maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée. Donc en école maternelle, souvent, la scolarité est accompagnée par un ou une AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, qu'on appelait auparavant les AVS, auxiliaires de vie scolaire, c'est un terme qu'on entend encore beaucoup. Donc ça, c'est sur notification de la MDPH, c'est-à-dire que la famille peut, dès l'entrée à l'école, parfois même avant, puisque souvent l'école demande de préparer ça en amont, faire une demande d'AESH auprès de la MDPH. Ensuite, en sortie de maternelle, les parents doivent faire le choix soit d'un cursus ordinaire, donc là on a des enfants dans le service qui sont en CP avec AESH, ou alors d'un cursus spécialisé mais en école ordinaire, c'est-à-dire un dispositif ULIS. ULIS, c'est une unité localisée d'inclusion scolaire. C'est une classe qui accueille au maximum 12 élèves avec un enseignant ou une enseignante spécialisée. Et donc, l'enfant est inscrit dans sa classe en CP, en CE1 par exemple, et peut aller dans le dispositif ULIS plutôt pour des temps de remédiation ou pour les temps voilà, qui lui sont plus difficilement accessibles dans sa classe de référence. Donc, on vous a mis un petit lien là si vous voulez un petit peu vous renseigner sur ce que c'est qu'une ULIS. On précise qu'à tout moment du parcours scolaire, une orientation en IME, en établissement spécialisé, peut être demandée par la famille. On insiste sur ce point, demandé par la famille, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'enfant rentre à l'école maternelle en tout cas. On a certaines familles qui sont un peu en difficulté pour faire accepter l'inscription à l'école maternelle, mais dans l'ensemble, ça se passe sans toute difficulté.
dès lors que c'est accompagné par une ESH, par un CESAD ou par des professionnels libéraux. Mais très vite, dès la fin de la maternelle, on a parfois des enseignants, des professionnels qui vont suggérer, voire très fortement conseiller, d'aller vers l'IME. L'IME, c'est un choix d'orientation, au même titre que la classe ordinaire, que le dispositif Ulysse. Enfin voilà, c'est vraiment le choix de la famille pour son enfant en fonction du projet de vie qu'elle aura défini. Et pendant longtemps, on a eu un parcours assez typique de l'enfant avec trisomie 21, avec une prise en charge CAMS dès la naissance, ensuite un CESAD avec l'école maternelle et ensuite l'IME. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de parcours prédéfini. Chaque personne et du coup chaque famille pilote le projet de son enfant, peut aller chercher la ressource qu'il le souhaite et ça on le présentera aussi en fin de diaporama. Alors, on va continuer sur la présentation de la Fédération Trisomie 21 France, même si vous l'avez bien compris, la Fédération Trisomie 21 France est une fédération d'associations qui soutient la place des personnes en milieu ordinaire. Donc, la création de Trisomie 21 France, l'ancien FED 21, par les groupes d'études et pour l'insertion sociale des personnes porteuses de trisomie 21, qui s'appelait GES 21, d'ailleurs c'est encore affiché comme ça dans les rues de Lille pour nos services, a été créé du coup en 1981. En 2006, le FED 21 devient Fédération Trisomie 21 France. Donc à ce jour, Trisomie 21 France, c'est 63 associations départementales en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Ce qui représente Trisomie 21 France, c'est le triple partenariat parents, professionnels et personnes porteuses de trisomie 21. Ce n'est pas qu'un partenariat sur le papier. Les personnes porteuses de trisomie 21 chez nous sont présentes dans tous les strates de l'organisation, de la présidence, parce que notre président adjoint est une personne concernée, au trésorier adjoint, secrétaire adjoint, etc. Il participe au recrutement des professionnels depuis des années déjà. Voilà, donc c'est une vraie coopération tripartite. Et la fédération soutient la mise en œuvre du choix des familles en milieu ordinaire. Les différentes associations du territoire ont développé, qui sont affiliées à Trisomie 21 France, ont développé des services dont elles assurent la gestion. Donc, il y a des CESAD, services d'éducation spéciale et de soins à domicile, des SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, donc davantage pour les adultes, les SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Donc, si on peut résumer ça, c'est l'accompagnement SAVS en plus et plus l'accompagnement médical. Et les DSAT, services d'aide par le travail et divers dispositifs expérimentaux. Ces services, ils accompagnent en milieu ordinaire les personnes dans toutes les dimensions de leur vie. Donc, de l'accès à l'école, mais avant ça, l'accès aux dispositifs de droit commun pour la garde de la petite enfance, par exemple, la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, au logement et aux loisirs. Pour comprendre les valeurs de la Fédération Trisomie 21 France, il faut aussi comprendre le cheminement. Donc, comme vous le voyez, en 1981, la Fédération a déjà commencé à parler d'intégration et de spécificité du soin, et notamment d'intégration en faisant le pari de la scolarisation en milieu ordinaire. Alors, c'est déjà pas encore tout à fait... ce n'est pas encore tout à fait connu et accepté de tous en 2022. Alors, vous imaginez bien qu'en 1981, quand on a vu arriver ses parents et ses créateurs d'associations qui défendaient l'accès au milieu ordinaire pour leurs enfants porteurs de trisomie 21, c'était encore moins évident. À partir de 1998, leurs enfants ayant grandi, ils se sont attaqués à l'insertion professionnelle et en mettant l'accent sur l'autonomie. Et toujours avec l'importance de ce triple partenariat parents, professionnels et personnes concernées, et l'ouverture du coup de la scolarisation en milieu ordinaire accompagné. À partir de 2005, donc je pense que vous ferez aussi le lien avec la loi, la fédération a commencé à réfléchir au projet de vie choisi par la personne elle-même. Donc, ce qu'on appelle plus exactement maintenant l'autodétermination et la reconnaissance des droits des personnes comme base de l'exercice de la citoyenneté.
Donc l'importance de l'autodétermination, c'est l'importance de faire des choix et des choix éclairés. Parce que choisir, c'est bien, mais savoir ce qu'on a à choisir, c'est mieux. Et depuis 2014, et ça continue encore aujourd'hui, en fait, on décentre les objectifs qui étaient uniquement fixés sur la personne en s'attaquant un peu au défi de la société inclusive, parce que la loi nous dit bien aussi là que c'est bien à la personne de s'intégrer, et c'est pour ça qu'on utilise le mot inclusion, que c'est bien à la société de fournir les clés pour permettre à la personne de s'intégrer, et pas l'inverse. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on développe ce qu'on appelle l'autoreprésentation et la pair-représentation, qui permet aux personnes de s'exprimer par eux-mêmes et de s'exprimer au nom des autres également, et d'apprendre les uns des autres. Si on parle des services de trisomie 21 France dans le Nord, et plus exactement sur la métropole lilloise, donc effectivement, nous, sur la métropole lilloise, nous avons un CESAD, ce que nous définirons, nous, dans le projet de service par agir avec la personne, donc le CESAD, notification MDPH, avec des accompagnements et des rééducations en lien avec l'autonomie, l'accès à la scolarité, à l'emploi, à la formation et l'accompagnement à la santé, bien-être, etc. Nous avons aussi dans nos missions ce qu'on appelle un centre ressources pour les environnements, donc qui peut se résumer par former et informer les environnements, et un dispositif de médiateur de parcours inclusif pour apprendre aux personnes à se mobiliser elles-mêmes et à mobiliser les personnes et l'environnement autour d'eux. Alors, je vais d'abord parler du CESAD Trisomie 21 France Métropole Lilloise. Donc, qui sommes-nous? Donc, on est situé rue de Canteleu, près du métro Port Fluvial à Lille. Le CESAD a été ouvert en juillet 2005. Donc, comme tout CESAD, on a un financement de l'ARS. Notre agrément, on a un agrément de 25 places avec des enfants de 0 à 20 ans. Je le redis bien parce que généralement, on pense que les CESAD commencent après le CAMS. Et bien, pas forcément. Et 20 ans avec possibilité d'amendement Creton si la personne n'a pas de solution. Pour des enfants avec une déficience intellectuelle et pas que la trisomie 21, c'est déficience intellectuelle dont la trisomie 21, sans trouble du comportement. Mais bien sûr, on accompagne aussi les troubles du comportement quand on y en a. Donc, comme je disais tout à l'heure, la mission CESAD se fait sur notification de la MDPH, c'est une demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social, enfant ou adulte. Les modalités d'accompagnement quand l'enfant est entré au service sont définies par le projet individuel d'accompagnement. Donc, les objectifs sont définis avant tout par la personne et sa famille. C'est-à-dire que les professionnels vont venir répondre aux objectifs fixés par la personne et sa famille. Quand on parle de co-construction, elle est vraiment effective pour nous parce qu'on ne propose aucun objectif que la famille n'a pas validé, et voire que la famille n'a pas proposé. Ça a plusieurs, ça met du sens chez nous parce que tout simplement, ce sont leurs enfants et que c'est à eux de prioriser ce qu'ils veulent travailler ou pas, et qu'il faut aussi aller en fonction de leur cheminement, de là où ils en sont aussi dans l'acceptation du handicap ou dans le devenir de leurs enfants. Et aussi, tout simplement parce que quand on fixe des objectifs professionnels, clairement, n'ayant pas de baguette magique, on a moins de chances d'y arriver que quand c'est co-construit et co-décidé avec la famille qui pourra aussi mettre des choses en place pour ce même objectif. Pour nous, ce n'est plus la personne qui est au cœur du projet, mais bien le devenir de la personne, et avec la personne comme partenaire de son projet. L'équipe du CESAD est composée donc d'une chef de service, d'un pôle administratif, secrétariat, comptabilité, d'un médecin, d'une psychologue, d'une enseignante spécialisée détachée de l'éducation nationale, de psychomotriciennes, orthophonistes, éducatrices spécialisées, éducatrices de jeunes enfants, mais aussi de tous professionnels libéraux qui pourraient venir conventionner avec le service pour répondre aux besoins non couverts par le service des enfants qu'on accompagne.
Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que nous intervenons sur tous les lieux de vie de l'enfant. Donc, partout où des besoins sont définis par l'enfant et sa famille, les professionnels peuvent intervenir, c'est-à-dire au domicile familial, dans les structures d'accueil de la petite enfance, dans les lieux de scolarisation, écoles, collèges, lycées, dans les lieux de stage et dans les lieux de loisirs. Donc, notre secteur d'intervention est assez large, vu qu'il couvre toute la métropole, de la métropole lilloise. Donc voilà, comme vous le voyez là, de la Bassée à Luin, en passant par Wattrelos, Bézieux, etc. Le service a réfléchi à ses missions et notamment en lien avec le rapport Pifto et la réponse accompagnée pour tous, et a souhaité développer les missions du CESAD. Donc, en premier lieu, on a développé ce qu'on appelle, nous, des actions amphi-actives. C'est-à-dire que, comme vous le savez certainement tous, dans les établissements médico-sociaux, on a une longue liste d'attente. Et nous, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui attendent une place et comment les accompagner au mieux. Donc, pour cela, tous les enfants qui sont inscrits sur notre liste d'attente sont en fait inscrits sur notre file active, c'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier d'accompagnement ponctuel à tout moment, nous contacter pour des actions ponctuelles, telles qu'elles soient. Ça peut aller d'un bilan psychomoteur pour ouvrir des droits auprès de la MDPH pour être accompagné en psychomotricité en libéral, à des observations en classe pour outiller les professionnels de l'éducation nationale, les AESH, etc., à l'accompagnement. Ça peut être aussi un accompagnement familial, éducatif, pour développer l'autonomie, par exemple. C'est vraiment divers et varié. Le seul principe, c'est d'être inscrit sur la liste d'attente du service et d'avoir des besoins qu'on peut couvrir de façon ponctuelle. Nous avons aussi un centre ressources pour les environnements. Donc, tout établissement et service accueillant un enfant porteur de trisomie 21 peut nous solliciter pour des actions d'information, de sensibilisation à la trisomie 21. Donc ça, c'est sur simple sollicitation des environnements à tout moment. Et nous avons aussi une cellule d'écoute, toujours en lien avec les trisomies 21, qui propose sur simple sollicitation, donc je le rappelle encore sans notification MDPH, un espace d'écoute et d'échange autour du diagnostic de la trisomie 21. Donc pour les parents de jeunes enfants avec une trisomie 21, que ce soit pendant la grossesse, à l'annonce du handicap, à la naissance, mais aussi pour la famille élargie, grands-parents, etc., qui auraient des questions autour de la prise en charge de la trisomie 21. Et qui aurait besoin surtout d'écoute sur cette annonce. Donc ça, cette cellule d'écoute est gérée par la psychologue du service et des parents d'enfants avec une trisomie 21 qui sont mobilisés. Donc en parallèle du service, donc bien à part du service, nous avons aussi le dispositif de médiateur de parcours inclusif qui vous a déjà été présenté, je pense, et qui soutient l'élaboration du projet de vie de la personne et qui est ouvert pour toute personne en situation de handicap intellectuel et sans notification MDPH, je le rappelle également. Donc, un petit point sur nos coordonnées. Donc, concernant le CESAD Trisomie 21 France Métropole Lilloise, il est situé au centre de rue de Canteleu à Lille. Vous avez bien notre numéro de téléphone et les adresses mail. Le centre ressources, la cellule d'écoute et les MPI sont également situés à la même adresse, mais avec des numéros de téléphone différents. Trisomie 21 France a également un centre de formation à destination des personnes accompagnées, des professionnels et des familles. Donc, on vous a mis le lien et on vous invite à aller consulter le catalogue de formation. Et il ne faut pas non plus hésiter à leur suggérer des formations ou à faire la demande de formation qui n'existerait pas au catalogue parce qu'on les crée au fur et à mesure des demandes également. Et on vous a remis aussi le site internet Trisomie 21 France si vous avez besoin de plus de renseignements. Alors, on est venu ici aujourd'hui pour vous parler de la trisomie 21 parce qu'on s'appelle Trisomie 21 France, mais on tenait aussi également à rappeler que la trisomie 21, ce n'est pas que nos services. Les accompagnements des enfants et des adultes porteurs de trisomie 21 peuvent tout à fait se faire par les professionnels libéraux, notamment les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les psychomotriciens, etc. Par les CAMS,
par les CESAD, par d'autres CESAD ayant un agrément déficience intellectuelle, troubles cognitifs, par les établissements médico-éducatifs, les IME, et par les SAVS et les différents services adultes. Tous les établissements et services pour personnes déficience intellectuelle sont accessibles aux personnes avec une trisomie 21. On tenait aussi à vous mettre le lien du portail d'orientation via trajectoire qui permet aux personnes et aux professionnels également de rechercher des établissements ou services en lien avec les agréments. Voilà. Oui, et une dernière chose, donc au niveau des associations, nous avons dans le Nord une association qui s'appelle l'Association Inclusion Trisomie 2159, qui est l'association de parents d'enfants porteurs de trisomie 21. Qui sont tout à fait disponibles pour écouter voilà, toutes les demandes diverses et qui sont aussi un réel appui pour les familles quant à la constitution du dossier MDPH. Et on tenait aussi à remettre les papillons blancs et notamment la plateforme des aidants qui est aussi ouverte à tous les aidants et dont les parents d'enfants porteurs de trisomie 21 et leur entourage. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. J'ai comme un écho là, mais bon, j'espère que ça va pour vous. En tout cas, merci Madame Delal et merci Madame Chailloux pour cette présentation. Voyez, vous êtes dans les temps. Il est 12h05. Je vais pas retenir trop longtemps les participants. Juste vous dire que juste vous rappeler en tout cas que vous avez été destinataire début septembre d'un questionnaire pour vous demander votre avis sur les 1 heure pour l'autonomie, sur le concept, le format, les supports, et donc préparer surtout avec vous le calendrier 2023 qui réponde au plus près à vos attentes et à vos besoins. Juste vous dire que là, vous êtes sur les 600 inscrits, 124 à avoir répondu à ce questionnaire. Ben, merci à vous. Et qu'il n'est pas trop tard pour le compléter. Vous avez jusqu'à la fin du mois. Donc, pour les retardataires, allez-y. Vous dire qu'on vous fera un retour sur ce questionnaire d'ici la fin de l'année lors certainement d'un prochain 1 heure pour l'autonomie. Mais en tout cas, au regard des 100 premières réponses qu'on a eues au niveau de ce questionnaire, vos retours sont plutôt positifs, voire très positifs, tant sur le format que les supports, que de son utilité dans le cadre de vos pratiques et de vos missions. Donc, on en est ravis, hein, parce qu'il nous importe avant tout que ces temps d'information répondent à vos attentes. Donc, avant de nous quitter aussi, simplement vous informer qu'on a été sollicité par Madame Van de Winkel, j'espère que je prononce bien son nom, qui est référente autonomie du CCAS de Olos, qui organise à Olos une après-midi de présentation de la plateforme de répit handicap. Donc, elle ouvre cette présentation aux partenaires du territoire et que, j'ai proposé donc à Madame Van de Winkel de mettre les informations dans le chat pour que vous puissiez éventuellement, si vous êtes intéressé, y participer. Ça nous a porté de vous dire que voilà, ces informations seront mises dans le chat parce qu'elles sont en lien avec l'autonomie et que bon, si éventuellement un partenaire souhaitait donner de l'information, parce que le but c'est vous informer, donner du réseau, il suffit de nous interpeller et puis en fin de présentation, mettre simplement les informations dans le chat. Voilà. Donc, écoutez, on va se quitter. Je vais encore vraiment, mais vraiment remercier nos 2 intervenantes de Trisomie 21. Merci à vous pour cette présentation. Comme à l'accoutumée, on vous envoie les documents. Écoutez, un très bon appétit et puis on se retrouve donc au mois d'octobre et j'ai oublié de noter la date. Hein, alors, juste une petite vigilance, ce ne sera pas le dernier mardi du mois puisque nous serons en vacances. Mais la date du coup, je vais aller la chercher tout de suite et pas vous retenir beaucoup plus longtemps, juste pour vérifier avec vous. Donc, on se retrouve le 18 octobre pour le prochain 1 heure pour l'autonomie qui portera sur la déficience auditive. Merci à vous. Bonne